Donc, je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce colloque aujourd'hui et en être modératrice. Le thème du colloque en est un qui me passionne pour des raisons tout aussi personnelles que professionnelles. J'ai fait moi-même 10 ans d'immersion à Halifax il y a bien des années. J'ai vécu en Europe. Comme vous l'avez dit, je suis aujourd'hui professeur de français et d'anglais à Acadia, donc je vis ce bilinguisme scolaire au quotidien. Je suis présidente, comme vous l'avez mentionné, du conseil administratif de Canadian Parents for French Nova Scotia, qui travaille en partenariat avec l'Alliance française pour faire la promotion de la langue et de la culture française et francophone en Nouvelle-Écosse. Et finalement, j'ai 3 enfants qui sont actuellement dans le programme d'immersion dans la vallée d'Annapolis, ici en Nouvelle-Écosse. Je suis donc là en tant que professeur, parent et bénévole, et j'ai hâte d'écouter et d'apprendre de nos intervenants aujourd'hui. La valorisation de la diversité culturelle et linguistique au sein d'un foyer contribue à la création d'une société multiculturelle dans laquelle on fête la différence. C'est un moyen d'assurer la transmission de valeurs et connaissances culturelles et linguistiques et d'encourager l'intégration des jeunes et des vieux au sein d'un foyer, mais aussi au sein de la communauté. C'est donc partager des expériences qui enrichissent la vie des individus, mais aussi la vie communautaire. Finalement, et au Canada, on ressent ça tous les jours, c'est combattre l'insécurité linguistique et dire que nous sommes fiers de nos langues et de nos cultures. Le partage d'idées en table ronde, comme nous le faisons aujourd'hui, nous permet d'apprendre des expériences des autres, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Quels sont les enjeux qui touchent les nouveaux Canadiens? Quels sont les enjeux qui vivent en situation minoritaire? Pour ceux qui n'ont jamais appris la langue familiale et finalement pour ceux qui choisissent d'apprendre une seconde langue pour le simple plaisir de la parler. Je vais maintenant vous présenter notre première intervenante, c'est Madame Carole Bonin. Donc, Carole évolue dans le domaine de l'apprentissage du français langue seconde depuis plus de 25 ans. Elle a enseigné le français au sein du programme anglais, en immersion et en français intensif. Depuis 2009, Madame Bonin est conseillère pédagogique au Bureau de l'éducation française pour le ministère de l'Éducation et de la formation du Manitoba et dans la division scolaire Louis Riel. Elle contribue au perfectionnement professionnel des enseignants à l'échelle de la province, a été l'une des responsables du développement du nouveau cadre de résultats d'apprentissage pour le cours français, communication et culture de la 4e à la 12e année. Son implication dans la francophonie ne s'arrête pas là, puisqu'elle est également présidente de l'Association canadienne des professeurs de langue seconde. Elle va nous parler aujourd'hui de trousse d'outils de promotion, les langues façonnent. Je vous donne donc la parole. Merci Kate. Bonjour de la part de Cassalt et aussi plus précisément bonjour de Winnipeg. J'aimerais remercier Kim de Cassalt qui nous aidera avec le PowerPoint cet après-midi. Alors, je suis ici pour vous parler de la trousse d'outils de promotion, les langues façonnent. Alors, pourquoi les langues? C'est pour promouvoir l'apprentissage des langues aux étudiants, aux parents et aux administrations scolaires. Alors, on a développé un outil pour appuyer les intervenants. Alors, on a fait une revue de la littérature développée par la docteure Mary Grantham O'Brien et son équipe. Être bilingue ou multilingue nous permet de participer pleinement à plusieurs occasions sociales, académiques et économiques que le Canada et le monde ont à offrir. Cela étant dit, l'enseignement de langue seconde amène un lot de questionnements, en particulier sur l'impact de l'apprentissage de langue seconde chez les jeunes enfants et sur leur développement cognitif et académique, entre autres. Pour permettre aux parents, aux élèves, aux écoles et aux administrateurs scolaires de prendre une décision éclairée,
En 2016, le Second Languages and Intercultural Council, SLIC, de l'Alberta Teachers Association, en partenariat avec LAC+, a entrepris un examen de la littérature pour examiner les effets de l'apprentissage des langues secondes. SLIC et LAC+ ont fait appel au Centre de recherche linguistique de l'Université de Calgary et à la Dr. Mary Grantham O'Brien pour superviser ce projet. Dr. Grantham O'Brien et son équipe de chercheurs ont examiné la littérature récente sur l'impact de l'apprentissage des langues. La revue a été publiée en 2017 et la version numérique est gratuite pour tous. Alors, nous partagerons le lien dans le chat pour vous. Alors, où voyons-nous l'impact? La revue a identifié 8 champs d'impact spécifiques. Alors, voyons quelques points saillants de chaque impact. L'apprentissage de langue a un impact positif sur le développement des compétences cognitives générales chez les apprenants. Par exemple, la concentration, la résolution de problèmes, les activités multitâches, etc. Les enfants recevant un enseignement en langue additionnelle obtiennent souvent de meilleurs résultats dans une variété de matières, incluant les mathématiques, les sciences et la littératie. L'apprentissage d'une langue seconde rehausse l'habileté créative en favorisant la résolution de problèmes, la flexibilité et la pensée créative par une approche unique. Les apprenants de langue seconde manifestent une empathie plus profonde, une conscience accrue de la diversité, une acceptation plus facile de la différence et un sens plus aigu de justice sociale. Ils manifestent un degré plus élevé de conscience de soi, des attitudes plus positives et une ouverture envers les autres langues, leurs locuteurs et leur culture. La capacité de parler une langue seconde a souvent une incidence positive sur les revenus à travers la réussite éducative, les opportunités d'emploi dans les marchés locaux et mondiaux et les compétences communicationnelles et cognitives. Les élèves ayant des besoins exceptionnels peuvent tirer profit de l'apprentissage d'une nouvelle langue tout en n'ayant pas d'effet négatif sur le rendement scolaire de l'élève dans les autres matières. Les personnes bilingues et plurilingues apprennent plus facilement les langues additionnelles. Si on considère l'ensemble de ces éléments, les recherches démontrent que l'apprentissage des langues produit des effets positifs sur les apprenants. Cela nous indique qu'on devrait promouvoir non seulement l'enseignement et l'apprentissage de nouvelles langues à l'école, mais qu'on devrait également soutenir et encourager toutes les langues que parlent les élèves. Alors, LAC+ a développé la trousse d'outils de promotion « Les langues façonnent » à ses fins. Cette trousse d'outils plaide en faveur de l'enseignement des langues. Elle contient du matériel de promotion et de sensibilisation sur les 8 impacts de l'apprentissage des langues. Nous sommes également en train de lancer une série de vidéos pour alimenter la trousse d'outils. Nous avons produit une vidéo par bénéfice identifié dans la revue de la littérature. La trousse d'outils peut être téléchargée gratuitement sur notre site web, mais peut-être on peut aussi partager ce lien dans le clavardage. Et partageons également le lien pour la playlist YouTube où vous pouvez visionner les vidéos que nous avons déjà lancées. Merci à Kim. Alors, que pouvez-vous faire? En tant qu'enseignant de langue, nous voyons souvent que nos programmes perdent des fonds et des ressources ou sont simplement annulés. Il existe une perception répandue et persistante que l'apprentissage des langues n'est pas essentiel à une éducation bien équilibrée, interfère avec les autres disciplines et plusieurs autres méconnaissances. L'objectif derrière la revue de la littérature et cette trousse est de sensibiliser le domaine de l'éducation aux nombreux bienfaits de l'enseignement et de l'apprentissage des langues.
Merci Carole et j'espère que tout le monde a vu les liens que Kim a mis dans le clavardage. Donc il y a, je crois, 3 liens vers les vidéos, la trousse elle-même et la revue. Donc je vous invite de consulter ce que Carole et Kim ont partagé. Je vais maintenant présenter la deuxième intervenante aujourd'hui. Oh, j'ai perdu mon programme ici. Donc, la deuxième intervenante est Madame Barbara Abdelila Bauer et le titre de sa présentation, c'est Comment élever un enfant dans un contexte plurilingue et plurinational. Madame Abdelila Bauer a d'abord suivi une formation de linguiste et de professeur de langue avant d'obtenir un diplôme en psychologie sociale. Ses recherches sur le développement langagier et le bilinguisme lui ont permis d'être chargée de cours à l'Université de Paris 5, puis de fonder un centre de formation et d'information sur le bilinguisme. Donc, il s'agit du Café Bilingue, je crois. Madame Abdelila Bauer a écrit plusieurs ouvrages sur le bilinguisme dans les familles et le défi d'apprentissage des langues chez les enfants. Donc, je vous donne la parole. Merci. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier. Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Oui. Vous m'entendez? D'accord. Merci pour cette invitation par l'Alliance française. Je suis très honorée de parler à un public lointain, car je vous parle de loin. Je vis actuellement en Alsace, région frontalière française avec l'Allemagne, mon pays de naissance. Bien que géographiquement loin des familles canadiennes, je suis sûre que certaines de vos préoccupations rejoignent celles des familles en France. Et je vais aborder la question. Alors, je vais partager quelques petites images, si j'arrive. Je vais aborder la question des langues dans la vie quotidienne sous l'aspect du biplurilinguisme familial qui est ma spécialité. Et sous cet angle, il me semble évident que les parents occupent une place de choix dans l'éducation aux langues, dans l'éducation de leurs enfants. Pourquoi est-ce important aujourd'hui de promouvoir, ou pourquoi est-il toujours important de promouvoir le biplurilinguisme des individus? Eh bien, tout d'abord parce que dans le monde, déjà aujourd'hui, une langue ne suffit plus. Et même dans les pays comme le Canada, et à plus forte raison les États-Unis, la maîtrise d'une seconde langue à un niveau quasi natif est un avantage déjà dans le monde du travail. Carole Bonin en parlait aussi. D'ailleurs, récemment, je lisais un article sur la difficulté des services secrets américains pour recruter des locuteurs natifs en arabe, en ourdou, en farsi ou d'autres langues exotiques, entre guillemets. C'est bien sûr aussi un énorme avantage et une richesse sur le plan personnel. Les personnes bilingues ont une plus grande communicabilité, ils ont la capacité de communiquer avec une audience plus large, ils ont un plus grand potentiel de se faire des amis, donc une plus grande sociabilité, et aussi de plus grande facilité de voyager, de se déplacer ou même de vivre à l'étranger. La nécessité de maîtriser plusieurs langues est bien entendu davantage ressentie par tous, par les Européens, qu'au Canada et aux États-Unis. En Europe, nous avons naturellement une grande pluralité linguistique, alors que le Canada et votre voisin américain, vous possédez une langue devenue quasi langue universelle, je veux bien sûr parler de l'anglais, qui, tel un bulldozer, engloutit toutes les autres langues à son passage. Et j'exagère à peine. À tel point qu'en Europe aussi, certains s'inquiètent aujourd'hui de l'influence grandissante de l'anglais dans tous les domaines. Une autre raison pourquoi promouvoir le biplurilinguisme est la possibilité aussi de conserver et de valoriser un patrimoine culturel, dans votre cas la langue française. La promotion permet aussi d'accueillir des familles immigrées dans cette langue et dans cette culture locale. En France, j'ai fait de nombreuses interventions dans des régions comme la Bretagne, le Pays basque ou l'Alsace, régions qui tentent de raviver leur langue régionale. On y entend le même argument que le vôtre, le rôle prépondérant de la langue nationale rend difficile le maintien des langues régionales.
Je pourrais remplacer langue régionale par langue de l'immigration ou, dans le cas du Canada, par langue française. Sur votre continent comme sur le nôtre, nous avons la même problématique, la difficulté de maintenir la pratique des langues minoritaires qui tendent à disparaître d'une génération à l'autre. Pour contrer cette tendance, c'est du travail. Je dis toujours, la transmission et le maintien des langues familiales et ou régionales n'est pas un long fleuve tranquille. Pour pouvoir se donner les moyens de maintenir en vie le plurilinguisme, il faut qu'on s'intéresse aux fondamentaux du bilinguisme. Il faut qu'on se demande, pour faire comprendre aux parents pourquoi il est important d'éduquer son enfant en plusieurs langues, il faut qu'ils comprennent les bases de cette acquisition, de cette compétence, comment ça se construit. Donc, que ce soit qu'on s'intéresse au bilinguisme familial, donc quand deux langues sont parlées naturellement dans une famille, ou bien au bilinguisme formel, quand une seconde langue est enseignée en immersion dans une école bilingue, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment connaître comment ça marche. Et c'est ce que je m'attelle à faire quand je tente dans des réunions, dans des conférences. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le bilinguisme? Qu'est-ce que nous entendons par bilinguisme? Entre parenthèses, ce terme bilinguisme renvoie à une dichotomie. Et c'est pourquoi ce terme est toujours utilisé surtout en psycholinguistique. En Europe, je dirais, parce que je sais qu'au Canada, Amercier Blanc, par exemple, parle plutôt, distingue entre bilinguisme et bilingualité. Nous ne parlons pas de bilingualité, mais de bilinguisme. Donc, en psycholinguistique, on parle de bilinguisme, mais en sociolinguistique, on a tendance à parler plutôt de plurilinguisme, voire de biplurilinguisme. Alors, qu'est-ce que c'est ce bilinguisme, ce biplurilinguisme? C'est la capacité d'utiliser plus d'une langue dans toutes les situations de la vie quotidienne. Et cette compétence biplurilingue se développe par le besoin d'utiliser ces langues dans des contextes variés, pour interagir avec les autres, pour lire, écrire. La compétence bilingue n'est pas monolithique. On peut avoir un accent natif et faire des erreurs de syntaxe. On peut aussi ne pas faire d'erreurs de syntaxe, mais avoir un accent étranger. C'est plutôt mon cas. Je garde toujours depuis 40-45 ans mon accent allemand. La compétence bilingue est aussi fluctuante en fonction des personnes, en fonction de l'âge, de l'environnement, au fil des années chez un même individu. On peut dire au fait, il y a autant de bilinguisme qu'il y a d'individus bilingues. Ou comme le disait un linguiste au siècle dernier, la seule chose qu'ont en commun les bilingues, c'est qu'ils ne sont pas monolingues. Il est important de savoir aussi qu'on peut devenir bilingue à tout âge. Ce sont juste les mécanismes et les stratégies d'apprentissage qui vont changer en fonction de l'âge. Si deux langues sont présentes dans l'environnement de l'enfant dès la naissance, on va parler de bilinguisme précoce, et c'est à peu près jusqu'à 7 ans. Ensuite, si le contact avec une seconde langue se fait après 7 ans, on parle de bilinguisme tardif. La manière la plus naturelle, bien entendu, se trouve dans une famille où chaque parent parle dès la naissance une langue différente avec l'enfant. Et dans l'interaction avec les personnes qui l'entourent, cet enfant n'apprend pas une langue, il apprend à parler tout simplement. Pour parler avec son enfant, toutes les langues se valent. Il n'y a pas une langue plus importante, une langue plus difficile ou plus utile que l'autre quand il s'agit d'interagir avec un bébé ou avec un enfant. Quelles sont les conditions de réussite pour réussir une éducation bilingue en famille? Je dirais qu'il y a 3 conditions. Il y a la persévérance. Les 2 langues doivent être utilisées régulièrement, de préférence au quotidien, et ceci durant plusieurs années. Il y a aussi la durée d'exposition. Il faut se demander combien de temps on parle cette seconde langue, par jour, par semaine. Et puis, il y a la qualité des interactions. En famille, il peut être parfois même utile de définir une sorte de politique linguistique, se demander entre parents qui parle quoi, qui parle quelle langue et quand avec l'enfant. Et il ne faut pas oublier, la langue dominante devient en tous les cas la langue forte de l'enfant, ou plus tard, quand il sera scolarisé,
et la langue de la famille ou de la communauté, dans votre cas le français, va devenir la langue faible. Et pour éviter cette érosion de cette langue faible, je dirais la langue minoritaire doit entrer en résistance. Ce qui veut dire, elle doit être pratiquée régulièrement dans un environnement langagier stimulant et diversifié. Et d'ailleurs, toutes les situations de la vie quotidienne devraient être l'occasion pour parler cette langue minoritaire. Et parfois, il faut faire preuve d'imagination pour créer des situations où la langue est nécessaire. Mais je ne vais pas détailler, on pourrait peut-être en parler s'il y a des questions là-dessus. Ce qui rend difficile, ou ce qui rend encore plus difficile le maintien d'un bilinguisme familial, est la nature des langues impliquées. Il y a des cas de figure où le plurilinguisme n'est pas valorisé. Au Canada, il est probablement plus valorisant de parler français en public que farsi ou arabe, comme il est valorisant en France d'être bilingue avec l'anglais, mais pas avec le croate, le kabyle ou le tchèque. Dans le cas des familles, des langues familiales de moindre prestige du point de vue sociologique, l'acquisition d'une compétence plurilingue n'est souvent pas un objectif pour les parents eux-mêmes. Au contraire, nombreux sont ceux qui ont intériorisé cet autostéréotype négatif qui les pousse à l'abandon de leur langue, souvent aux dépens de l'authenticité des échanges avec l'enfant. Et les enfants intériorisent très rapidement les représentations négatives attachées à la langue de leurs parents. La conséquence, manque de motivation de parler cette langue, voire refus et sentiment de honte. Il n'y a pas de mystère, pour que l'enfant ait envie d'utiliser la langue faible, il faut que cette langue soit valorisée par la famille, de préférence aussi par l'environnement, et qu'il ressente ce besoin et cette envie de l'utiliser. Et le défi de l'éducation bilingue, pour finir, pour les parents, je dirais, c'est être motivés eux-mêmes, motiver l'enfant, donner un sens à cette langue, savoir pourquoi on veut que l'enfant parle cette langue, qui n'est pas une langue vitale, ne nous cachons rien, et puis aussi accepter un engagement dans la durée. Alors pour les professionnels, enseignants et autres qui travaillent avec les enfants, il s'agit de combattre les idées reçues à propos de la capacité des enfants de gérer deux langues en parallèle, à propos de la capacité d'un enfant de parler arabe et français et anglais en même temps. Il faut motiver les enfants et leurs parents et procurer suffisamment de matériel linguistique. Et pour finir, je vous présente un proverbe tchèque. Pour chaque langue que l'on parle, on vit une nouvelle vie. Celui qui ne connaît qu'une seule langue ne vit qu'une seule fois. Et ensuite, j'ai encore juste à vous montrer les livres qui sont peut-être utiles à certains. Dans le guide des enfants, le deuxième, le guide à l'usage des parents d'enfants bilingues, il y a plus d'exemples concrets, alors que le premier, le défi des enfants bilingues, est plus un livre pour comprendre comment fonctionne le bilinguisme. Et puis, il existe aussi en allemand. Ce n'est pas une traduction. Il y a de nombreuses traductions de mes livres, mais celui-ci, je l'ai écrit moi-même et j'en suis un peu fière. Mais sinon, vous avez des traductions en russe, en coréen et d'autres. Bon, voilà. Et puis, avec ça, je vais rendre la parole et je vous dis merci. Et le reste, après, si vous avez des questions. Il y aura sans doute des questions. Je vous remercie de cette intervention. Est-ce que le livre a été traduit en anglais? Non, il n'a pas été traduit parce que apparemment les éditeurs ne sont pas. Je crois qu'on n'aime pas beaucoup les traductions dans la culture américaine ou anglaise. Et donc non, il n'y a jamais d'occasion qui se présentait pour une traduction en anglais. Je vais l'ajouter à mon to-do list, donc. Donc, merci. Nous allons passer maintenant à notre troisième intervention. C'est Monsieur Karim Ahmedkou qui va nous parler. Arrivé de France en mai 2007, Monsieur Ahmedkou a commencé son aventure en Nouvelle-Écosse en donnant des cours de français langue seconde à l'Université Sainte-Anne avant de passer son BED, donc son diplôme d'enseignement ou de pédagogie, et ainsi pouvoir donner des cours dans les écoles publiques.
Avec l'obtention de ce diplôme, M. Amidjkou est devenu professeur d'histoire, d'études planétaires et de sociologie à l'école Carrefour à Dartmouth. Son parcours aussi bien personnel que professionnel, comme son émission de radio Diversité, lui a permis de devenir aujourd'hui coordonnateur de la diversité et les droits de la personne au Conseil scolaire acadien provincial. Le titre de son intervention aujourd'hui, c'est La diversité culturelle dans un contexte scolaire à Halifax. Je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup. J'ai été, comme Barbara, je suis ravi de participer à ce colloque-là et je suis honoré en fait de prendre la parole aussi et de parler de notre petite Nouvelle-Écosse parce que c'est une petite province, donc c'est un honneur aussi pour nous de parler de notre communauté francophone minoritaire. J'ai pris beaucoup de notes, Barbara, et je me dois de réagir à la dernière citation que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on connaît une langue, on vit une vie. Et c'est très intéressant pour moi parce que ça me touche à tous les soirs quand je rentre à la maison et que dépendamment de la langue qui me vient à l'esprit, j'ai l'impression que j'ai une autre vie musicale, théâtrale, cinématographique, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec vous. Alors moi, je vais enchaîner, je vais essayer un petit peu, si vous voulez, de vous parler de concept de la diversité culturelle, mais bien évidemment, vous l'auriez compris, à l'intérieur de la diversité culturelle, il y a aussi la diversité linguistique. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au Conseil scolaire provincial acadien. Donc, nous, on est ici dans un milieu minoritaire, mais nous avons en gros deux systèmes éducatifs. On a des écoles qui sont exclusivement francophones. Donc, les élèves qui viennent dans nos écoles, ils apprennent tout en français, mais ils ont bien évidemment des cours d'anglais. Alors, qu'est-ce que c'est quoi la diversité culturelle au CSAP? Et vous allez comprendre très vite que bien évidemment, cette diversité culturelle, ce sont les élèves qui la composent, mais pas que. On va la retrouver bien évidemment présente chez le personnel aussi, que ce soit les enseignantes et les enseignants en salle de classe, mais aussi les différents intervenants, et on la voit de plus en plus. C'est ça qui est intéressant aussi chez nous. Donc, on voit, bien évidemment, on a des élèves acadiens, et quand je dis des élèves acadiens ici dans la région de la Nouvelle-Écosse, on va les retrouver dans plusieurs régions et dans cette culture acadienne, on va retrouver des variantes linguistiques qui sont différentes dépendamment de la région où on est, mais on va retrouver aussi cette culture acadienne qui est distincte par son histoire, mais aussi par ses traditions. Bien évidemment, comme il l'a dit Arthur au début, on est dans la région de Mi'kmaq, donc on a la présence de la population autochtone, et puis à l'intérieur de nos élèves, on va aussi retrouver des élèves qui sont fiers de s'identifier comme étant autochtones Mi'kmaq, donc de la région de la Nouvelle-Écosse, mais aussi certains parmi eux qui viendraient d'autres provinces. Et on a bien évidemment des élèves francophones unilingues. Ce sont des élèves qui ont grandi uniquement avec une seule langue. Et ces élèves-là, souvent, c'est des élèves qui arriveraient, par exemple, de la province de Québec. Donc, dans un premier temps, lorsqu'ils arrivent, ils ne parlent que le français. Bien évidemment, suite à leur intégration sociale, ils vont apprendre très vite l'anglais. On a aussi des élèves bilingues. Donc, ce sont des élèves d'ici qui vont grandir avec les deux langues, le français et l'anglais. Et puis, ils ne peuvent pas répondre à la question à savoir c'est quoi leur langue maternelle parce qu'ils sont vraiment confus. Ils vont vous dire c'est les deux présentes dans nos équipes.
nouvelle arrivante va justement arriver avec un bagage culturel, certes, mais aussi linguistique. Donc, on va remarquer l'émergence de plusieurs langues, ce qui est vraiment extraordinaire au sein de notre conseil scolaire aussi, que ce soit le swahili, l'arabe, l'espagnol et bien d'autres langues. Donc, on le voit de plus en plus. Après, on a aussi une réalité aussi qui est différente. Ce sont des élèves nouvelles arrivants, mais qui sont allophones, donc qui nous arrivent et qui ne parlent pas en gros les deux langues officielles du Canada, qui sont le français et l'anglais. Donc, c'est une autre couche qui est très complexe et avec laquelle on essaie bien évidemment de composer. Donc, voyez-vous, on est un petit conseil, on est une petite province, moi je dis souvent qu'on est une petite vague dans un océan, une vague francophone dans un océan anglophone et bien évidemment la culture américaine qui est très présente, mais on essaye, comme Barbara le dit, on est dans la résistance. Donc, on essaye vraiment de résister, puis on essaye d'un côté, bien évidemment, de résister et de faire vivre la langue française, mais en même temps, on tente bien évidemment de valoriser les autres langues parce que c'est aussi important. Alors, je vais passer très vite par rapport à notre conseil et puis à la diversité parce que dans la vision de conseil scolaire acadien provincial, la diversité est une valeur incontournable. C'est vraiment très important. Vous l'avez, le Canada, de façon générale, est un pays multiculturel. Donc, le multiculturalisme est inscrit dans la Constitution canadienne, d'où justement l'importance d'inclure et de valoriser les différentes cultures et langues. Les objectifs, bien évidemment, et moi je suis responsable justement de la diversité culturelle au CSAP. Notre objectif, c'est surtout le premier qui est très très important, ce qui est celui de transmettre les compétences interculturelles. Pour nous, on n'est pas dans une posture de promouvoir la diversité culturelle dans son aspect, si vous voulez, binaire, moral. En fait, on dit que c'est un outil extraordinaire. Les compétences interculturelles, ce sont des compétences qui nous permettent de composer avec la diversité dans nos écoles. Donc, on y travaille beaucoup. On organise différents événements interculturels dans nos écoles. Par exemple, on a des journées interculturelles où on invite une variété de personnes issues de différentes cultures et de différentes langues. Et puis, on essaye de créer, si vous voulez, des moments interactifs avec les élèves où les élèves sont là, ils posent des questions et les intervenants ils répondent des questions, mais il y a aussi une transmission de savoir-faire. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai eu la chance de partager des contes berbères avec les élèves en maternelle et je leur ai appris quelques mots de ma langue maternelle. Et je peux vous dire, je leur ai dit quand vous arrivez à la maison, j'aurais appris comment dire j'ai faim, je veux manger en berbère. Et je leur ai dit d'insister quand ils arrivent à la maison auprès de leurs parents. Et puis, il y a eu des parents qui m'ont envoyé des courriels pour me dire c'était vraiment chouette. Puis à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis les enfants ont pu expliquer ce que ça voulait dire loza, vreracha, donc j'ai faim, je veux manger. Donc on essaie vraiment de promouvoir ce type d'activité en disant que en fait à partir du moment où tu apprends une langue, tu découvres une culture, tu voyages et c'est une richesse extraordinaire, bien évidemment au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel et au niveau de la citoyenneté canadienne, parce qu'aujourd'hui, pour être un citoyen canadien accompli, l'importance d'avoir cet éveil aux langues et l'importance d'avoir cet éveil à l'ouverture et à la diversité culturelle, ça devient quand même un incontournable. J'aime beaucoup cette citation que je vais vous lire très vite. L'apprentissage et l'action interculturelle visent à réduire les déficits en information interculturelle, les intentions de domination et de supériorité, les peurs d'être menacés, les préjugés, les stéréotypes nationaux et culturels destructifs, xénophobie bien évidemment et la peur face à des cultures différentes. Donc, dans notre vision au CSAP, on met vraiment en avant les compétences interculturelles. On y travaille beaucoup
beaucoup auprès du personnel des écoles, des directions, mais aussi avec les élèves. Très, très rapidement, un tableau d'une journée culturelle où vous pouvez voir comment est-ce que nos élèves voyagent d'une culture à une autre. Donc, ils vont partir d'un atelier du Maroc au Népal, en passant par l'Acadie, la France, le Congo, le Mexique. Donc, on essaie vraiment de privilégier ce type d'événement. On travaille aussi sur une approche qui s'appelle l'approche sensible à la culture et à la langue. Et je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc mais c'est une approche qui est très importante pour nous. L'abréviation, c'est la PSCL. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et je peux vous envoyer du matériel là-dessus. Mais en tout cas, c'est vraiment une approche qui tient à développer cette sensibilité par rapport au bagage culturel de nos élèves. Et on dit au personnel enseignant, surtout au personnel enseignant, de valider le bagage culturel de nos élèves. Une fois que ce bagage-là, il est validé, il est reconnu, il est valorisé, là, il peut se passer quelque chose. Et on dit souvent qu'un élève, à partir du moment où son bagage linguistique et culturel est valorisé, il est capable de faire ce qu'on appelle ici l'alternance codique. Il peut passer d'une langue à une autre. Il peut aimer les cultures. Il ne va pas entrer dans une opposition. Il ne va pas y avoir une opposition entre une culture et une autre, entre une langue et une autre. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans notre conseil. Très, très rapidement, on a une approche à l'intérieur de la PSCL pour aller explorer aussi, on en parle de plus en plus, l'unicité de l'élève, aller chercher vraiment l'unicité de l'élève et ça, c'est ce que je vous ai dit très rapidement. On essaie dans un premier temps de valider les différents comportements culturels et les variantes linguistiques. Pourquoi je dis les variantes linguistiques? Parce que c'est un enjeu qu'on a dans notre milieu minoritaire. Nous avons beaucoup d'élèves, par exemple, qui nous viennent de différentes régions, puis on voit parfois qu'ils sont insécures par rapport à la langue, ils sont insécures par rapport à leur accent, ils sont insécures par rapport à leur variante linguistique et on essaye de leur dire au contraire, c'est votre parfum culturel, c'est qui vous êtes. Donc, on utilise beaucoup l'approche psychologique pour justement à la fin, donc les deux premières parties que vous voyez validées et affirmées, on est vraiment dans la décentration et on est vraiment dans la volonté de valider le bagage de nos élèves. Après, pour la 3 et 4, on essaye de développer des compétences linguistiques auprès de nos élèves pour qu'ils soient vraiment capables, dépendamment du contexte, de s'exprimer dans différentes langues et dans différentes variantes linguistiques. Donc, voilà, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pourrais prendre des heures et des heures, mais je m'arrête là. Encore une fois, je vous remercie de votre invitation et puis je suis là pour répondre aussi à vos questions. Merci. Je vous remercie de cette présentation. J'aurais écouté pendant des heures à toutes ces interventions et je voudrais d'abord dire que c'est impossible de voyager sans bagage. Donc, si on veut cette ouverture d'esprit, il faut des bagages. Et si la langue est un de nos bagages, c'est quelque chose de très, très positif. Je crois que dans ces trois interventions, il y avait beaucoup de points en commun. D'abord, on pourrait parler des effets positifs du bilinguisme. Donc, Carole a parlé des effets positifs du point de vue cognitif, scolaire, émotionnel, de la créativité. Et puis, Barbara, vous avez évoqué la communicabilité, la sociabilité, la mobilité. Donc, il y a des liens très étroits entre ces points-là. Une autre chose qui m'a frappée, c'est cette notion de la langue comme quelque chose d'individuel, mais aussi quelque chose qui appartient à une communauté, à une société. Donc, Karim, vous avez parlé de la diversité et de l'unicité de l'enfant. Et puis, on a également cette citation où Barbara, vous avez dit, il y a autant de bilinguisme qu'il y a de bilingues. Et j'adore
ceci parce que chacun parle la langue de sa propre façon. Et puis, il y a des langues au sein des familles même. Donc, je sais qu'il y a des mots que j'utilise chez moi que je n'utiliserai pas avec mes collègues, avec mes amis. Donc, c'est quelque chose qui se développe à l'école, mais aussi au foyer, chez nous. Donc, c'est très, très important. J'ai vraiment apprécié que vous avez partagé des outils pratiques par rapport au bilinguisme et au plurilinguisme. Donc, nous avons cette trousse d'outils de promotion par rapport à la scolarité en français. Nous avons ce guide à l'usage des parents, donc pour aider les parents qui ne savent pas trop comment ménager les deux langues chez eux. Donc, c'est très important de faire la promotion de ces outils, de les mettre dans les mains des gens qui veulent vivre une vie plurilingue avec leurs enfants. Une dernière chose avant de passer aux questions, je sais que j'en ai plusieurs, mais il y a finalement cette notion de valoriser la langue elle-même, donc la langue pour comme langue, de valoriser le patrimoine culturel, donc et de faire le lien entre la langue, entre le patrimoine culturel et de la diversité culturelle. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, j'ai lu un livre sur les langues en Afrique. Et une chose qui m'a frappée, c'est qu'ils ont parlé de cette notion de langue monolithique ou donc plus un pays est avancé économiquement, moins il y a de langues qui se parlent. Et on veut une diversité culturelle, on veut une diversité linguistique parce qu'on veut avoir accès à des perspectives différentes, donc des façons différentes de concevoir de cette réalité humaine que nous partageons. Donc, j'avais plusieurs questions moi-même, mais je vois qu'Arthur essaie de susciter des questions du public aussi. Et je sais que nous avons un public qui est très impliqué ou qui se passionne à ce thème parce qu'ils ont déjà envoyé des questions avant même de s'inscrire. Donc, j'ai une liste de questions. Mais peut-être pour commencer, je pourrais poser une question et c'est Barbara, vous avez évoqué cette notion de bilinguisme précoce, donc c'est des bébés jusqu'à l'âge de 7 ans, je crois que vous avez dit cela, et du bilinguisme tardif après l'âge de 7 ans. Et ça m'a frappé parce qu'au Canada, nous avons beaucoup de programmes d'immersion, par exemple. Et un des débats qui revient, c'est cette notion d'immersion tardive ou d'immersion précoce. Mais pour nous, l'immersion tardive, c'est vers l'âge de 11 ans. Donc, il paraît comment dire? Donc, les paramètres sont un peu différents ici. Donc, est-ce que vous pourriez parler un peu de cela et de l'âge idéal? Non, disons, il n'y a pas d'âge idéal pour devenir bilingue. C'est uniquement, je disais, on peut devenir bilingue à n'importe quel âge, même un adulte peut devenir bilingue. Ce qui change, c'est l'approche par l'enfant, c'est-à-dire c'est les mécanismes cognitifs qui vont changer. Un bébé à partir de la naissance et à peu près jusqu'à 7 ans, il va apprendre, il va pas apprendre, il va acquérir 2 langues, 3 langues de manière tout à fait naturelle en contexte. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'apprentissage. Il va devenir bilingue en apprenant à parler, tout simplement. Et c'est ce dispositif inné avec lequel naît le bébé, il s'estompe, il n'est plus actif autour de 7 ans à peu près. Et on sait qu'à partir de 7 ans, mettons un enfant vous avez des enfants de famille qui arrivent au Canada et qui ne parlent ni anglais ni français. Donc ces enfants-là, ils sont scolarisés, ils vont être à l'approche de l'anglais, mettons. Ils vont aborder cette nouvelle langue comme un problème à résoudre. Ils adoptent d'autres mécanismes d'apprentissage. Vous voyez, donc il est important qu'avec un enfant de 7, 8, 9, 10 ans,
de ne pas uniquement le plonger dans un bain de langage, mais il peut avoir besoin de règles. On peut le faire comparer avec sa propre langue, avec sa langue maternelle. Il faut établir des ponts entre les langues. Je dis ça parce qu'en France, on a encore tendance à penser que les deux langues doivent être séparées nettement. Et il ne faut pas qu'il y ait et quand on est en cours d'anglais, par exemple, il ne faut surtout pas faire référence au français. Vous voyez, alors que dans la tête d'un enfant, ça se mélange. Enfin, il y a des connexions en tous les cas entre les deux langues. Et il faut plutôt profiter de ces liens qu'on peut faire, de ces ponts avec la langue maternelle de l'enfant, pour lui permettre de plus vite et plus facilement entrer dans la deuxième langue. C'est pour cela qu'on parle donc, si vous voulez, c'est pour décrire le bilinguisme, c'est un peu technique, le bilinguisme précoce. Il y a un précoce consécutif aussi si vous avez un enfant qui a une langue à la maison jusqu'à l'âge de 3 ans. Ensuite, en France, il entre à l'école maternelle et il va donc avoir une autre langue à l'école maternelle. Il va toujours aborder cette langue de manière naturelle, sans réflexion, sans apprentissage. Et après, on parle donc de bilinguisme consécutif. Voyez. Et après, le bilinguisme tardif, c'est à partir de 7 ans. Et le contact avec une nouvelle langue, que ce soit à 7 ans ou à 17 ans, 70 ans, en fin de compte, on le fait, ça se passe de la même façon. La différence avec un enfant, entre un adulte et un enfant est que l'adulte a beaucoup plus de réticence, ose moins parler, à faire des erreurs, à avoir un accent qu'un enfant de 7, 8, 9, 10 ans. J'espère que j'ai répondu plus. Oui, non, c'est parfait. Arthur, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc est-ce que vous voulez intervenir ou? Ça sera mieux avec le micro, excusez-moi. Oui, il y a des questions. Après, si vous en avez encore pour Karim et Carole, n'hésitez pas. On peut déborder un petit peu, il n'y a aucun problème, hein, sans abuser, bien sûr. Mais il faut pour privilégier le moment d'échange. Ah, je vois qu'il y a une question de Marie, peut-être. Marie, allez-y. Ah oui, ok. Alors, la question, c'est pour Karim. J'ai fait une étude il y a quelques années sur les écoles francophones en Ontario. Et le problème qui a été découvert, c'est que même si le personnel enseignant avait développé une prise de conscience de la diversité, le personnel de soutien avait causé problème dans certaines situations. Alors, je voulais savoir si, quand vous faites vos petits modules, etc., est-ce que vous incluez aussi le personnel de soutien? Très bonne question. Merci, merci Marie. La réponse est clairement oui. Depuis quelques années en Nouvelle-Écosse, depuis 4 ans, on a une nouvelle politique de l'éducation. Donc, c'est la politique de l'éducation inclusive. Et dans cette politique, justement, lorsqu'on donne de la formation, et c'est pour ça tout à l'heure dans ma présentation, je ne me suis pas limité au personnel enseignant. Je parlais de personnel enseignant, mais aussi des autres interventions. Donc personnel de soutien, eux aussi, ils reçoivent la même formation. C'est-à-dire quand on a fait la tournée provinciale pour la pédagogie sensible à la culture et à la langue, le personnel de soutien, bien évidemment, y a participé. C'est la même chose pour les compétences interculturelles ou pour l'éducation inclusive. Donc la réponse est oui. Merci Karim. Marie, je vous vois parler, mais le micro est éteint. Je ne sais pas. Ah oui, ok, j'ai dit super, merci. Je vois également qu'il y a une question d'Émilie dans le clavardage. Elle demande s'il y a des programmes pour aider les parents qui ne sont pas bilingues, mais qui ont des enfants dans l'immersion précoce ou tardif. Peut-être que Kate. Oui. Oui, je pourrais ajouter que Canadian Parents for French a beaucoup de ressources pour les parents. Notamment, ils offrent des cours French for Parents. Et donc, c'est surtout pour ceux qui ont des enfants dans le programme d'immersion. Et c'est pour aider les parents qui veulent aider les enfants dans leur apprentissage de la langue et avec les devoirs, avec tout cela. Donc,
Emily, je vous encourage à vous mettre en contact avec Canadian Parents for French Nova Scotia, dont je crois que la directrice est ici, Rebecca Lancaster. C'est la personne qu'il faudrait contacter. Et l'Alliance française Halifax, oui, je crois que vous avez également des programmes pour les tout petits aussi, oui. Oui, puis je voulais juste rajouter un site que je viens de mettre ici, Elodie Montréal, il est extraordinaire. Et puis tout à l'heure, Barbara parlait justement enfin nous on l'appelle le bilinguisme additif là, pour l'éveil aux langues et le rapprochement entre les langues. Et ce site-là, il est extraordinaire justement pour apprendre le français, on l'utilise beaucoup. Moi, si je peux, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y, Oui. Marie. OK. Dans le temps, quand je veux rappeler ce que Kate a dit, mais dans le temps, quand j'enseignais à l'Alliance française à Halifax, il y avait beaucoup de parents qui avaient des enfants dans ces cours d'immersion. Et c'est pour ça qu'ils suivaient des cours à l'Alliance française. Alors, c'est de la bonne publicité pour l'Alliance française. Mais ce que je voulais dire aussi, en Ontario, les commissions scolaires ont des sites pour l'aide aux devoirs. Et il y a donc des sites pour les parents qui ne parlent pas français pour qu'ils puissent rejoindre en fait les professeurs quand il y a des choses à faire à la maison. Et le ministère de l'Éducation a également toute une série de documents en ligne pour aider, donc soutenir les parents d'enfants. Et je crois que c'est sur un site de EduGains, EDUGAINS. Alors, il suffit de chercher, mais il y a plein de ressources qui sont disponibles. Voilà. Merci Marie pour ce complément. Je crois que Carole voulait reparler après l'intervention de Kate, si j'ai cru bien voir. Oh, merci. Je voulais juste dire que les langues façonnent, la ressource que j'ai partagée avec vous aujourd'hui, peut aider à informer les parents en ce qui concerne les bienfaits de l'apprentissage des langues secondes et aussi du fait que l'apprentissage d'une langue additionnelle ne nuira pas à l'apprentissage de la langue maternelle ni des autres matières à l'école. Alors, je voulais juste ajouter cela. Merci. Super, merci beaucoup Carole. Je vais prendre quelques questions qui ont été posées lors des inscriptions, si ça ne vous dérange pas, Kate. Merci. Il y a une question qui, je pense, Barbara pourrait répondre, c'est quelles sont vos astuces quand même si vous introduisez le français discrètement dans la conversation, votre enfant vous répond systématiquement en anglais. Forcer une langue cause des braquages. Je cherche juste des petites astuces discrètes auxquelles je n'aurais pas pensé. Alors, ce qui me questionne là, c'est introduire le français discrètement. Ça m'a frappé. Pourquoi faut-il introduire le français discrètement? Donc, je ne connais pas le contexte. Je pense qu'il n'est pas nécessaire, il ne faut pas introduire discrètement, il faut juste parler français. Et effectivement, forcer une langue, non, ce n'est pas la bonne solution. Les enfants font le choix. Je trouve que l'enfant a réellement le choix de la langue. L'important pour l'enfant et l'important entre parents-enfants est quand même la communication. Donc il faut que ça passe, que le message passe, peu importe la langue. La langue, c'est juste l'enveloppe. Mais le parent peut consciemment utiliser le français, peu importe que l'enfant réponde dans n'importe quelle langue ou en anglais, mais continuer à constamment parler français. Ne soyez pas discret, ne le faites pas discrètement, non, dites j'y tiens à cette langue, elle me plaît. Peut-être si c'était votre langue maternelle, racontez pourquoi vous voulez que cette langue soit parlée et essayez de trouver aussi des soutiens dans cette langue. Bien sûr, des vidéos, des histoires, des rencontres avec d'autres francophones. C'est ce que je disais sur la valorisation de la langue. Il faut que cette langue, même si elle est mineure et même si on sait qu'on n'a pas vraiment besoin du français pour survivre au Canada ou aux États-Unis, il faut faire en sorte que cette langue ait une valeur affective aussi pour l'enfant. Mais ne soyez pas discret. Alors le discrètement, non.
Et j'ai pas d'astuces discrètes, enfin des astuces discrètes, si vous voulez, dans le sens où il faut pas dire à l'enfant, je ne veux pas que tu me répondes en anglais, il faut que tu me parles français. Voilà. Donc, juste de reprendre l'enfant. S'il parle anglais, vous pouvez toujours, s'il pose une question, vous pouvez aussi reprendre ce qu'il a dit en français et vous continuez à parler français. Voilà. Merci, merci beaucoup, Kate. Peut-être une dernière question avant de nous quitter pour éviter de trop élargir le temps de cette table ronde. Quel est le rôle des parents dans l'acte de rendre l'usage du français naturel en milieu minoritaire francophone? Je ne sais pas si Carole, Karim, Barbara ou Kate, même vous, Kate, vous voulez peut-être tout le monde peut répondre, hein, bien évidemment. Je dirais que les parents ont un rôle important en fournissant des occasions d'utiliser la langue dans un contexte culturel, de chercher ces moments-là et d'être consistant avec les élèves et de les faire valoriser le français et la culture francophone dans leur vie en créant du temps pour ces occasions-là et en faisant ça de façon régulière. Je crois que c'est ça le rôle des parents. Et ce n'est pas de donner des longs discours, mais c'est juste de vivre en français avec leurs enfants. C'est exactement ça, il faut vivre la langue en fin de compte. C'est ça le but, il faut vivre la langue et ne pas déléguer l'école à ce que l'enfant devienne bilingue ou apprenne le français. Il faut que, ça ne suffit pas, il faut que les parents montrent leur intérêt pour cette langue, leur motivation, et c'est une très bonne idée d'ailleurs de vouloir apprendre le français quand les enfants sont en immersion et quand on ne parle pas français, parce que par ce biais-là, on montre à l'enfant que cette langue, vous vous intéressez aussi, cette langue est importante aussi pour les adultes. Et c'est dans ce cas-là, ça va davantage motiver l'enfant. Et à la limite, l'enfant, même si l'enfant, il vous corrige, si vous faites des fautes, montrez-lui que vous faites des efforts. Et il fera encore davantage d'efforts. Oui, c'est une question très complexe pour nous en milieu minoritaire et ça dépend en fait de l'âge de l'enfant. Effectivement, quand l'enfant, je dirais, moi personnellement, j'ai un garçon qui a 12 ans et que je vois que le rapport qu'il a aux langues, parce qu'il est, il est dans une période de sa vie où il y a beaucoup de changements et je trouve que pour lui, que de parler en anglais, il dit souvent, papa, je parle anglais parce que c'est cool de parler anglais. Hein. Il me ramène toujours à cette phrase-là et on fait très attention comme parents parce qu'on ne veut pas non plus créer une opposition entre l'évolution ou l'identité culturelle de l'enfant et la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle aussi on essaye de travailler beaucoup dans les écoles. Et je vois que ma collègue Josette Terrien, elle est ici, puis elle travaille avec son équipe aussi sur toute la question de la communication orale. L'importance aujourd'hui de promouvoir la communication orale dans un contexte où le français, pour la majorité de nos élèves, ce n'est pas une langue de cœur, mais plutôt une langue d'instruction. Donc, on essaye un petit peu de valider ça. Pour certaines familles, ça se passe très bien, mais pour d'autres familles, on peut apercevoir un peu ces frictions ou ces oppositions-là et ce n'est pas évident dans un milieu minoritaire. Peut-être que Kate voulait ajouter un dernier mot. Oui, un dernier et mot. conclure. Moi, je suis anglophone, donc la situation est un peu différente pour moi. Et pour moi, je veux montrer à mes enfants que parler une seconde langue est un plaisir. Donc, je m'intéresse à cela, je m'intéresse à ce qu'ils font. Je crois que Karim, quand il a raconté l'anecdote des enfants qui ont appris cette histoire, les phrases en berbère, c'est la fierté des enfants qui peuvent s'exprimer dans une autre langue et il faut renforcer cela. Et en tant que parent qui vit en français et en anglais, pour moi, c'était un immense plaisir un jour où mon fils a fait une blague bilingue. Donc, il n'aime pas le yoga. Il m'a dit « no ga ».
Donc, ce gars ne veut pas faire du yoga. Donc, no gars, yoga. Et donc, voilà, il s'amusait à parler les deux langues. Et Barbara a évoqué faire le pont entre les deux langues. Et donc, voilà, on ne peut pas séparer. C'est un individu, mais un individu parle plusieurs langues. Donc, ça fait partie de notre être. C'est parfait. Que de mieux de terminer sur une blague bilingue pour cette table ronde. Merci Kate.